Je ne suis pas né d'hier. J'ai voyagé, rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous croyez que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit. Certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Comme ce greffé du cœur qui subit une transformation troublante et adopte la personnalité du donneur. Les scientifiques sont perplexes. Serait-ce une incarnation du Dr Jekyll et de M Hyde? Un phénomène étrange surgit dans les lacs et rivières. Des cercles de glace parfaits, certains si gros qu'ils sont visibles depuis l'espace. D'où viennent-ils? Et un test d'ADN sème le doute et révèle l'absence de lien génétique entre une mère et ses propres enfants. Le test a-t-il été faussé? Ou la vérité va-t-elle au-delà de la raison? Les humains pourraient-ils avoir plus d'une séquence d'ADN? C'est un monde bizarre. Et j'adore ça. Inutile de vous dire que la médecine moderne est à l'origine de prouesses remarquables. Des procédures qui relevaient de la science-fiction il y a à peine 50 ans sont aujourd'hui monnaie courante. Prenez l'insuffisance cardiaque, la principale cause de décès au monde. Mais avec de la chance, les médecins vous grefferont un tout nouveau cœur, en santé. En quelques semaines, vous serez sur pied, débordant de vie, grâce à la générosité d'un donneur récemment décédé. Incroyable. Mais comme le montre la prochaine histoire, certains greffés obtiennent plus qu'ils n'espèrent et reçoivent non seulement l'organe du donneur, mais également sa personnalité. J'étais un bourreau de travail. J'aurais vendu mon âme pour un billet vert. J'étais un homme d'affaires grassouillet et je ne prenais pas soin de moi. Mon seul exercice consistait à traverser la rue 2 fois par jour pour aller faire des dépôts à la banque, qui se trouve de biais avec la maison que j'ai fait construire. Bill Wall était obsédé par l'argent. Mais en 1999, il est victime d'une grave crise cardiaque qui changera sa vie à jamais. Les médecins m'ont dit que j'étais leur pire cas dans le genre à ce jour. Bill a besoin d'un nouveau cœur. Et le 22 février 2000, un organe compatible est disponible. Le donneur est un cascadeur hollywoodien, Brady Michaels, un homme sportif et passionné, qui a perdu la vie dans un accident tragique en faisant le travail qu'il aimait. La mort de Brady allait sauver la vie de Bill Wall. Quand je me suis réveillé, j'avais mal partout. Mais j'étais très heureux d'avoir un nouveau cœur. J'avais le sourire jusqu'aux oreilles. J'étais très reconnaissant car, après un séjour à l'hôpital, on apprécie la chance qu'on a et on apprend ce qu'est l'amour, la patience, la tolérance et la compréhension. Il y a tant de gens en colère dans le monde. Mais après l'intervention, Bill adopte de nouvelles habitudes, plutôt étranges. Le matin, en me rendant au travail, j'avais l'habitude d'écouter du rock classique comme Led Zeppelin. Mais ce matin-là, j'ai remarqué quelque chose de différent. J'ai syntonisé une station de jazz. J'étais en route vers le travail quand j'ai entendu la pièce Kiss of Life de Sade. Et j'ai littéralement fondu en larmes. Je n'ai pas l'habitude de pleurer facilement, il m'en faut plus que ça. Mais j'étais en pleine crise de larmes. Bill apprend par la suite que le donneur, Brady Michaels, était un amateur de jazz. Selon Bill, la transplantation n'a pas seulement changé ses goûts musicaux, elle a aussi changé son vocabulaire. C'est assez rigolo.
Disons que le jargon de surfeur ne vient pas naturellement dans la bouche d'un homme d'affaires. Les PDG ou les Paul Allen et les Jerry Reinsdorf de ce monde ne parlent pas trop ce langage. Et ils ne veulent pas l'entendre. Il adopte également une alimentation saine, calquée sur les habitudes de Michaels. C'était un obsédé de la santé. Il adorait les salades. Avant, si je n'avais pas de frites, de steak ou de queue de homard à me mettre sous la dent, j'étais contrarié. Maintenant, j'en mange à l'occasion, mais j'adore les salades et toutes sortes d'autres choses. Quand j'écoute de la musique, je me surprends à battre le rythme, alors que je n'avais jamais fait ça auparavant, particulièrement quand je m'entraîne. J'écoute de la musique rock et je bats la mesure sans même réfléchir. Plus étonnant encore, le nouveau cœur de Bill transforme le pantouflard bedonnant qu'il était en mordu de l'activité physique, exactement comme Brady Michaels. Bill croit qu'en recevant le cœur de Brady, il a aussi hérité de ses traits de personnalité. Je vis avec une partie de son corps, mais j'ai aussi la chance d'avoir hérité de certains traits de sa personnalité et de sa philosophie qui font aujourd'hui partie intégrante de mon quotidien. Tout ça est très étrange. Je vous avais prévenu, un homme se fait greffer un cœur et obtient autre chose en prime, la personnalité du donneur. C'est bien plus que le cœur. Pensez-y un peu. Il y a des milliers de transplantations chaque année, des poumons, des reins, des foies. En croire cet homme, tous les receveurs pourraient avoir hérité de traits de personnalité de leur donneur. Est-ce vraiment possible? L'histoire étonnante de Bill Wall dépasse littéralement l'entendement. Nos organes emmagasinent-ils l'essence même de notre être? Un receveur d'organes peut-il assimiler la personnalité d'un donneur pourtant bien décédé? C'est du moins ce que croit le professeur de psychologie Gary Schwartz. Si les tissus peuvent emmagasiner de l'information et de l'énergie, alors une transplantation consiste non seulement en un transfert de matière, mais également en un transfert de mémoire. Le cas de Bill n'est pas si exceptionnel en comparaison avec d'autres cas hors du commun. Gary Schwartz étudie le transfert de mémoire depuis 30 ans et a recensé près de 70 cas de transplantation similaires. J'ai vu trop de cas de parallèles évidents entre le donneur et le receveur pour mettre en doute ce genre de phénomène. En 1988, Claire Sylvia reçoit le cœur et les poumons d'un jeune homme, victime d'un accident de moto. Après l'intervention, elle développe un goût prononcé pour la bière, les poivrons verts et les croquettes de poulet, des aliments qu'elle ne mangeait jamais avant. Les parents du donneur lui apprennent que leur fils Tim adorait la bière et les poivrons verts. Curieusement, Tim conduisait avec une boîte de croquettes de poulet en poche le soir de l'accident. Certains exemples tirés du cas de Bill surpassent largement les simples changements qu'apportent de nombreuses personnes à leur mode de vie à la suite d'une transplantation cardiaque. Ces changements de personnalité seraient-ils dus au fait d'avoir fraudé la mort ou aux effets secondaires des puissants médicaments anti-rejet administrés après une transplantation? La plupart des gens cherchent une explication logique dans les effets secondaires des médicaments, le stress post-opératoire ou les changements dans le mode de vie. Les effets secondaires d'une transplantation sont principalement liés à l'immunodéficience nécessaire pour éviter que le système immunitaire combatte le nouvel organe. Alors les patients prennent des médicaments qui affaiblissent le système immunitaire. La plupart des effets secondaires sont causés par ces immunodépresseurs qui atténuent la réaction du corps face au nouvel organe. Les stéroïdes peuvent augmenter le niveau de stress et parfois modifier les préférences alimentaires, mais ces changements se produisent sans égard aux préférences et à la personnalité du donneur. Pour que ces changements surviennent, il doit y avoir une forme d'échange étrangère aux médicaments. Les médicaments favorisent peut-être cet échange,
mais ils n'en sont pas la cause. Les ressemblances ne peuvent s'expliquer que par une forme d'échange de mémoire ou d'information. Je ne crois pas que les médicaments anti-rejet, aussi puissants soient-ils, expliquent ce type de transfert d'informations. Ça relève soit du hasard, soit d'une forme de mécanisme de transfert du donneur au receveur. Il semble donc que les médicaments anti-rejet n'y soient pour rien. Selon le docteur Stuart Amroff, il s'agit d'un phénomène autrement plus étrange. Le cœur humain emmagasinerait-il nos souvenirs? La mémoire n'est pas exclusive au cerveau. Nous avons une mémoire musculaire. On apprend à jouer au tennis, l'information est enregistrée dans les nerfs qui contrôlent les muscles, et le cœur comporte beaucoup de neurones. C'est lui qui contient le plus grand nombre de neurones après le cerveau. Les cellules qui contrôlent les battements de cœur et font en sorte que les muscles battent de façon synchrone forment un ensemble très complexe de neurones. Les ganglions et le nœud auriculo-ventriculaire forment tout un réseau dans le cœur. Les neurones sont des cellules spécialisées qui transmettent l'information en envoyant des influx électriques et des signaux chimiques dans tout le système nerveux. C'est ce qui nous permet de bouger, de penser, d'apprendre et de sentir. Les neuroscientifiques croient que la mémoire à long terme est stockée uniquement par les neurones du cerveau. Mais le docteur Amroff a une autre théorie. Il croit que des neurones stockent l'information ailleurs dans le corps, grâce à des structures cellulaires appelées microtubules. Les microtubules semblent être le siège d'une forme de mémoire, car les pertes de mémoire liées à la maladie d'Alzheimer sont causées par la détérioration des microtubules du cerveau. Ce constat porte à croire que les microtubules ont une forme de mémoire, et que cette mémoire serait emmagasinée dans les parties du corps riches en neurones et en microtubules, c'est-à-dire le cerveau et le nœud auriculo-ventriculaire du cœur. Si le docteur Amroff dit vrai, les souvenirs sont enregistrés dans les microtubules du cerveau, du cœur et de la moelle épinière, et partout ailleurs où se trouvent des neurones, ce qui expliquerait pourquoi Bill Wall a reçu non seulement le cœur, mais aussi les souvenirs de son donneur. Le docteur Hameroff est arrivé à cette théorie en étudiant les neurones dans les cas d'anesthésie et en élargissant ses conclusions à d'autres organes, plus précisément le cœur. Il a mis le doigt sur un phénomène très particulier où la composante d'une cellule pourrait avoir une mémoire, ce qui est très possible à mon avis. Au fil de l'histoire, les poètes et les philosophes ont attribué au cœur une signification allant bien au-delà d'un simple organe. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les tribus victorieuses mangeaient le cœur de leurs adversaires vaincus pour s'approprier leurs qualités. Dans les arts, le cœur est perçu depuis toujours comme source d'amour et de passion. Comment se retenir quand on a le cœur qui aime et dans ce cœur, le courage de faire voir qu'on aime? C'est du Shakespeare. Le cœur est à la base de notre culture et de notre corps. Tout vient du cœur. Certains scientifiques croient même que le cœur aurait littéralement une âme en soi. La mémoire et l'intelligence sont-elles uniquement le propre du cœur et de la tête? Circuleraient-elles dans l'ensemble du corps humain? Le docteur Schwartz va encore plus loin. Il croit que toutes les cellules de notre corps, et pas seulement les neurones, ont une mémoire. Un phénomène dit de rétroaction. La rétroaction est à la base de l'apprentissage et de la mémoire. Le même phénomène se produit à tous les niveaux. C'est ce qui permet aux neurones de communiquer entre eux. Et ce même phénomène de rétroaction entre les neurones se produit entre les cellules nerveuses, mais également dans tout le réseau cellulaire qui relie le cœur, les poumons et tous les autres organes. C'est pourquoi le modèle de rétroaction est en quelque sorte universel et peut être appliqué de façon unique à n'importe quel système. La rétroaction a lieu lorsqu'un événement passé influe sur la réaction au même événement dans le présent ou l'avenir. Selon Gary Schwartz, c'est grâce à cette boucle que les cellules ont une mémoire. L'autre caractéristique de ces boucles de rétroaction est la récurrence. La mémoire est donc renforcée chaque fois que le processus se répète. Toutes nos cellules auraient-elles une forme de mémoire?
C'est du moins ce que croit et tente de prouver le professeur Schwartz. On croit que les muscles agissent uniquement en fonction du cerveau, mais ils ont aussi le potentiel de mémoriser l'information grâce au phénomène de rétroaction de la mémoire ergonomique et musculaire. Voyons comment ce principe se transpose concrètement. Une personne qui s'entraîne à lancer le ballon dans le panier pourra continuer à le faire même les yeux bandés, grâce à la rétroaction. Selon le professeur Schwartz, la mémoire n'est pas uniquement le propre de certains tissus. Il croit que toutes les cellules de notre corps peuvent stocker de l'information. Puisque les boucles de rétroaction agissent dans toutes les parties du corps, en théorie, l'information est donc stockée à divers degrés dans tout l'organisme. Je ne parle pas de la mémoire des neurones du cerveau ou du cœur, ni même de la mémoire cellulaire en soi, mais bien de la rétroaction entre toutes les cellules qui stockent l'information grâce à ce processus d'apprentissage en boucle. Quoique purement théorique, cette hypothèse pourrait expliquer pourquoi certains greffés affirment avoir acquis la mémoire, les goûts et les comportements de leur donneur, en plus de leur organe. Intéressant, mais ça reste encore à prouver. Peut-être que l'explication à cet étrange phénomène se trouve dans un autre organe, le cerveau. Peut-être que, maintenant que Bill a un nouveau cœur, sa santé lui a monté à la tête. Le fait d'avoir une deuxième chance a-t-il fait de lui une toute nouvelle personne? Pour Bill, ce n'est pas si simple. Le fait d'avoir eu une greffe et une deuxième chance a très certainement changé mon mode de vie. Mais certains traits de personnalité de mon donneur font aujourd'hui partie intégrante de ma vie. Je crois que sa mémoire cellulaire a littéralement changé ma vie. Elle a fait de moi une meilleure personne. Je suis plus heureux que jamais. Et maintenant, c'est à moi d'aider les autres et de changer les choses. La plupart des neuroscientifiques doutent encore de l'existence de la mémoire cellulaire. Mais Bill Wall est persuadé que la mémoire, tout comme les organes, peut être transplantée. Chose certaine, l'expérience de Bill est sans contredit des plus bizarres. Une tarte, bien chaude, ronde, magnifique. Rien d'étrange à propos de cette tarte, sauf qu'elle m'a fait penser à pi. Vous savez, le nombre pi. Pi est à la base du cercle. Et comme cette jolie tarte bien ronde, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît en réalité. Pi est une constante. C'est le rapport entre la circonférence et le diamètre de tous les cercles. Il s'agit d'un nombre irrationnel, c'est-à-dire qui comporte des décimales à l'infini. Les cercles ont l'air simples au premier coup d'œil, mais c'est loin d'être le cas quand on s'y attarde. Le 13 décembre 2007, le photographe amateur Brooke Tyler marchait dans la réserve de Rattray Marsh, dans le sud de l'Ontario. J'adore photographier la nature et les paysages, particulièrement les ruisseaux et les chutes, ou tout ce qui sort un peu de l'ordinaire. En arrivant à Sheridan Creek, Brooke aperçoit quelque chose de bizarre, magnifique mais inexplicable. Je suis descendu par ici pour jeter un coup d'œil à la crique. Et c'est en m'approchant par le trottoir que j'ai aperçu le cercle. Il faisait environ 2 mètres de diamètre, peut-être plus, et il tournait sur lui-même. Brooke découvre un étrange, magnifique et mystérieux phénomène. C'était fascinant. Un cercle parfait taillé dans la glace. Je me suis installé avec l'appareil photo et j'ai fait une série de clichés. Brooke affiche les photos sur Internet et 150 000 visiteurs plus tard, il découvre que de mystérieux cercles semblables existent ailleurs dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Russie. Comment est-ce possible? Pour Brooke, la ressemblance avec un célèbre canular anglais est frappante.
J'ai intitulé la photo Aquaglyphes, en référence aux agroglyphes, car ces cercles sont aussi mystérieux que les cercles dans les champs. Des cercles parfaitement ronds se formeraient naturellement dans la glace à London. C'est trop beau pour être vrai, non? Il s'agit sûrement d'un canular, comme ces cercles qui sont apparus dans les champs. Pendant plus de 20 ans, d'étranges formes géométriques, qu'on a appelées les agroglyphes, sont apparues dans la campagne britannique. En 1991, 2 hommes ont admis être à l'origine du canular. Ils avaient créé ces incroyables motifs avec seulement une corde et une planche de bois. Les cercles de glace seraient-ils l'œuvre d'habiles blagueurs, comme ce fut le cas des agroglyphes? Je ne vois pas comment quelqu'un aurait pu créer ces cercles. La glace est extrêmement mince et délicate. Elle est très fragile. Le simple fait d'y déposer quelque chose pour la couper laisserait des traces. À moins que quelqu'un ait marché sur la glace ou dans l'eau pour former ces cercles, ce qui me paraît improbable. C'est l'œuvre de la nature à son meilleur. Len Zabielanski est ingénieur au laboratoire de recherche et d'ingénierie en région froide du New Hampshire. Ses recherches orientent les opérations militaires américaines dans les climats rigoureux. J'adore la glace. C'est ce que je fais du matin au soir. Il y a 3 installations qui reproduisent le processus de formation de la glace à différentes phases. Voici le bassin de test où on fait des feuilles de glace. Nous avons une autre installation qui étudie le réseau hydrographique et un grand laboratoire de recherche générale. Len voit un obstacle important pour quiconque voudrait monter ce genre de canular. La glace flotte sur l'eau et n'offre donc aucun soutien. La glace n'offre pas une très grande résistance. Elle relève d'un processus très délicat. Et c'est l'eau qui fait en sorte que les cristaux de glace se tiennent. Elle n'est donc pas très solide. Comme elle ne peut supporter aucun être humain, il faudrait pratiquement avoir été en suspension au-dessus pour tailler le cercle, ce qui est physiquement impossible. M. Zabielanski croit que ces cercles de glace parfaits se forment grâce à des processus naturels. C'est ce qu'il tentera de prouver dans le cadre d'une expérience unique en son genre. En gros, les cercles se forment dans les zones à contre-courant. La glace suit le courant, alors s'il tourne en rond, il se forme un cercle de glace. Les contre-courants sont fréquents dans les côtes de rivière, lorsqu'un obstacle force l'eau à revenir sur elle-même, formant ainsi des tourbillons. On croit qu'en hiver, la glace qui se retrouve au cœur de ces tourbillons entre en rotation et tourne en se formant, jusqu'à ce qu'elle se polisse sur la glace statique qui l'entoure, un peu comme la meule d'un moulin, créant ainsi un magnifique cercle parfait. Lorsqu'il fait froid, la glace qui se retrouve piégée dans ces tourbillons suit le mouvement de l'eau. Et en s'agglomérant, elle forme un cercle de plus en plus gros. Les cercles de glace qui ont été photographiés ressemblent à des 33 tours. Ils sont très réguliers et présentent des espèces de stries en surface. Les cristaux de glace se compactent pour former un disque qui, à force de tourner, s'élargit de plus en plus par accumulation de la glace. Comme une meule, les cercles de glace tournent sur eux-mêmes en s'érodant au contact de la glace environnante, créant ainsi un cercle parfaitement rond, un peu comme un emporte-pièce. Les 2 pièces s'emboîtent parfaitement, séparées par une fine couche d'eau. Cet espace est très mince, mais on voit bien le processus d'érosion au travail. Len croit que c'est le phénomène à l'origine du cercle de glace, photographié par Brooke Tyler. C'est le genre de phénomène qu'on tentera de reproduire aujourd'hui. Que sont ces mystérieux cercles de glace? L'œuvre des forces de la nature? Pourront-ils être recréés en laboratoire? Ou la clé de ce mystère relève d'un phénomène cosmique? Au laboratoire de recherche et d'ingénierie en région froide du New Hampshire, l'ingénieur Len Zabielanski a mis sur pied une expérience unique en son genre, afin de recréer les conditions qui, selon lui, favorisent la formation des cercles de glace. On a recréé le parcours d'une rivière susceptible de mener à la formation d'un cercle de glace.
Dans un laboratoire à température contrôlée, Len a recréé l'environnement et les conditions physiques de l'endroit où Brooke Tyler a photographié le cercle de glace. L'eau arrive d'un tronçon en amont de la rivière. Elle coule et s'engouffre dans une section plus étroite, ce qui a pour effet de refouler le courant et de créer une zone de contre-courant. Le volume d'eau en amont est plus important que l'embouchure, ce qui a pour effet de créer un remous. C'est ici que se forme le tourbillon. Une faible quantité d'eau s'échappe du tourbillon, mais la glace reste prisonnière et suit le contre-courant. Le contre-courant crée ainsi un tourbillon, une condition essentielle à la formation d'un cercle de glace, selon Len. On crée de petits cristaux de neige qui se déposent à la surface de l'eau avant de former la glace. La glace ainsi formée commence à tourner sur elle-même. On essaie de contrôler la quantité de glace qui se forme pour éviter de congestionner le système. La neige agit comme un noyau et favorise la formation de cristaux de glace dans l'eau en mouvement. Une pompe submersible expulse de l'eau pour maintenir le contre-courant, tandis que les cristaux de glace se forment au centre. L'expérience commence. Len parviendra-t-il à former un cercle de glace? La glace commence à se former en tournant sur elle-même. Elle devrait prendre de l'expansion, tandis que les cristaux de glace formés en aval s'agglomèrent et fusionnent avec les parois du cercle. Comme prévu, la glace s'agglomère au centre du contre-courant, mais ne forme pas un disque régulier. Au contraire, la fine couche de glace n'a rien du cercle parfait que l'on tente de recréer. La glace a figé. Joe Deslanges est un géomorphologue fluvial ou spécialiste des rivières. Il croit avoir une meilleure explication à cette étrange prouesse de la nature. Ne nous tournons pas d'emblée vers les théories les plus farfelues et remettons-nous-en plutôt à des explications plus logiques, c'est-à-dire la science. La science peut-elle expliquer le cercle de 4,8 km de diamètre dans le lac Baïkal? Les images prises de l'espace sont magnifiques, mais on a une bien meilleure idée du phénomène et des éléments susceptibles d'entrer dans sa composition en se rendant directement sur le terrain pour étudier tous ces facteurs. Toute explication scientifique s'appuie sur des données probantes, des recherches sur le terrain et l'exploration de différentes hypothèses. Le meilleur moyen de trouver une bonne explication scientifique consiste à étudier le phénomène sur le terrain. Joe étudie le comportement des rivières dans les régions froides comme le Canada et la Scandinavie depuis des années. Le climat nordique est fascinant du point de vue des cours d'eau et de la formation de la glace. On observe tout un éventail de formes de diverses tailles, mais le cercle figure parmi les plus courantes. Les cercles se forment à différentes périodes de l'année, pendant la saison froide, et illustrent à merveille le comportement des rivières qui coulent dans les régions froides. Joe croit qu'un autre processus naturel, le frasile, est à l'origine des cercles de glace qui se forment sur les rivières. Le frasile survient dans les rivières lorsque l'eau atteint le point de congélation et forme des cristaux de glace, aussi appelés noyaux glacogènes. Ces noyaux glacogènes se forment lors d'un processus de surfusion, lorsque la température de l'eau est légèrement en deçà du point de congélation. Les minuscules cristaux de glace entrent en collision et forment des mottes de frasile en s'agglomérant. La glace étant plus légère que l'eau, les mottes ainsi formées remontent à la surface. En flottant sur le dessus, elles ont tendance à former de jolis radeaux de glace qui peuvent donner une apparence pour le moins étrange à une rivière. Intéressant, mais les radeaux de glace de Joe n'ont rien du disque de glace parfait photographié par Brooke Tyler en Ontario. Nous voici de retour dans les installations de recherche sur les régions froides de l'armée américaine, où Len Zabielski cherche toujours à créer en laboratoire un cercle parfait. La congélation est trop lente, ce qui ne permet pas aux cristaux de s'agglomérer pour former un disque régulier. Ça montre à quel point ce processus naturel de formation des cercles est délicat. Len décide de baisser la température ambiante. J'ai baissé la température de 2 degrés afin d'accélérer la formation des cristaux de glace.
Retour à la case départ. Cette fois, la baisse de température entraîne rapidement la formation et l'accumulation de nouveaux cristaux de glace. Les cristaux de glace commencent à former un cercle. Comme prévu, la glace prend de l'expansion grâce à la formation de nouveaux cristaux qui fusionnent pour donner naissance à une plaque de plus en plus grande. Dans 6 à 12 heures, cette glace deviendra très solide. Len espère créer un cercle parfait en laissant libre cours à cette rivière artificielle pendant quelques heures encore. Les résultats sont étonnants. C'est la première fois qu'on crée en laboratoire un cercle de glace aussi régulier. On a souvent été près du but, mais c'est la première fois qu'on réussit à obtenir un cercle aussi parfait et d'une telle qualité. Len Zabielski apporte pour la première fois une explication à la formation des cercles de glace. Mais bon nombre de phénomènes naturels sont toujours sans explication, et pas seulement sur Terre. En 2010, la NASA a découvert des formations circulaires à la surface d'Europe, une lune de Jupiter recouverte de glace. Un autre phénomène des plus bizarres. Ou quoi? Quatre lettres banales. A, T, G et C. Les 4 lettres de l'alphabet de notre ADN. Prenez ces 4 lettres, combinez-les par milliards et organisez-les pour former une séquence assez longue pour remplir des centaines de bottins téléphoniques. Et vous obtenez un brin d'ADN contenant l'information qui fait de vous et moi des êtres uniques. Mais imaginez qu'on examine votre ADN et qu'on découvre que vous n'êtes pas celui ou celle que vous croyez être, et que vous partagez l'ADN de quelqu'un d'autre. En 2002, Lydia Fairchild, mère de 4 enfants du même père, son conjoint Jamie Townsend, fait une demande de prestation familiale pour élever sa famille. Conformément à la loi de l'État, Lydia et ses enfants passent un test d'ADN pour prouver le lien de parenté. Tous les enfants héritent de l'ADN de leur père et de leur mère à part égale. En temps normal, on peut facilement établir le lien de filiation entre un enfant et ses parents. Mais les résultats du test de Lydia sont loin d'être normaux. Le procureur m'a appelé pour me rencontrer. Il s'est mis à m'accuser de fraude, en pensant que j'essayais d'obtenir l'aide de l'État pour élever des enfants qui n'étaient pas les miens. Quand je lui ai demandé ce qu'il insinuait par là, il m'a dit que selon les tests d'ADN, Jamie était le père des 4 enfants, mais je n'étais pas leur mère. On effectue une deuxième série de tests, mais les résultats sont les mêmes. Jamie est le père, mais il semble qu'aucun des enfants ne soit parent avec Lydia. J'étais terrorisée. Le procureur a voulu porter l'affaire devant les tribunaux parce qu'il ne croyait pas ma version. Il était persuadé que je mentais. Le procureur de la Couronne lance une enquête et Lydia se retrouve devant un juge. Quand le juge m'a demandé si c'était mes enfants, j'ai dit « Bien sûr que ce sont mes enfants. Je les ai portés, je les ai mis au monde. Le médecin a des preuves que je les ai eus dans mon ventre. » Puis il a qualifié cette histoire de véritable casse-tête. Il a ordonné la réalisation de nouveaux tests d'ADN sous la supervision du bureau du procureur pour éviter toute erreur potentielle. Même si des preuves manifestes jouent en faveur de Lydia, les tests d'ADN indiquent qu'elle n'est pas la mère biologique des enfants qu'elle a mis au monde. Pourquoi? La première piste à explorer, la possibilité que les tests d'ADN aient été faussés. Les tests d'ADN sont censés être infaillibles, ce qui pose un problème de taille. Le docteur Kerry Bowman est spécialiste en éthique médicale. Bon nombre de spécialistes dans le domaine, moi le premier, savent que rien n'est sûr à 100%. On peut se rapprocher de la vérité, mais jamais à 100%. Le problème avec l'ADN, c'est qu'il y a des exceptions.
Les tests d'ADN sont pratiquement infaillibles, mais cela n'exclut pas qu'il y ait de très rares exceptions. Lydia a-t-elle bénéficié d'un traitement juste et éclairé? Je ne crois pas. Les tests d'ADN de filiation sont fiables à plus de 99%, mais l'être humain peut se tromper. Lydia a-t-elle été victime d'une erreur médicale? Les échantillons ont peut-être été faussés. Ils ont peut-être été interchangés avec ceux d'une autre femme, ce qui expliquerait pourquoi les résultats indiquent qu'il ne s'agit pas de ses enfants. Ma première idée était de demander de nouveaux tests réalisés indépendamment par un autre laboratoire pour voir si le résultat serait le même. Personne n'est à l'abri des erreurs médicales. En 2002, Linda McDougall de Woodville au Wisconsin reçoit un diagnostic de cancer du sein et subit une double mastectomie. 2 jours après l'intervention, Linda apprend qu'elle a été victime d'une erreur et que les résultats de sa biopsie ont été confondus avec ceux d'une autre patiente. Linda n'a jamais eu le cancer et la chirurgie était inutile. Une erreur humaine aurait-elle faussé les résultats de Lydia? Ou la clé de ce mystère va-t-elle au-delà des connaissances scientifiques actuelles? Que se passe-t-il au juste? L'idée que Lydia ait donné naissance à ses enfants sans pour autant en être la mère biologique a également été soulevée par certains qui soupçonnent Lydia d'avoir été une mère porteuse. En gros, les mères de substitution portent ce qu'on appelait autrefois des bébés éprouvettes, c'est-à-dire des embryons obtenus par la fécondation in vitro d'un ovule par un spermatozoïde, implantés ensuite dans l'utérus d'une mère porteuse. La mère porteuse n'a donc aucun lien de parenté avec l'enfant qu'elle porte et met au monde. Pourquoi Lydia aurait-elle porté les embryons d'une autre femme 4 fois? En quoi cela lui aurait-il profité? La fécondation in vitro en soi coûte très cher. On peut facilement parler de 30 à 50 000 $. Comment Lydia Fairchild aurait-elle pu envisager une telle stratégie uniquement pour frauder le bien-être social? C'est absolument impensable. Les coûts ne valent tout simplement pas les avantages que cela aurait pu lui rapporter en termes de prestations. Cela n'a aucun sens. Comme le docteur Chitayat l'explique, la fécondation in vitro n'est pas quelque chose qu'on fait soi-même à la maison. Ce n'est pas le genre de choses qu'on fait dans sa cuisine. L'ovule doit être stimulé, mais pas trop, sinon il pourrait provoquer le développement d'énormes kystes sur les ovaires, susceptibles d'engendrer la déshydratation de la mère, voire son décès. Il s'agit d'une intervention sous haute surveillance réalisée par des spécialistes. Cette théorie pose un autre problème de taille. La preuve a été faite que le père des 4 enfants est bien son partenaire, Jamie Townsend. Pourquoi Lydia aurait-elle été choisie comme mère porteuse pour des embryons fécondés par son propre conjoint? C'est illogique. Et pourquoi les enfants n'auraient-ils pas été remis aux parents ayant fait appel à Lydia pour être mère porteuse? Ça ne tient pas. La théorie de la mère porteuse aurait pu expliquer la situation, mais je lui ai demandé si elle avait conclu des ententes de mère porteuse, et elle a été catégorique. Il n'a jamais été question d'être mère porteuse pour qui que ce soit. Aucune de ces théories ne semble plausible, et le cas est voué au mystère, jusqu'à ce que l'avocat de Lydia fasse une découverte des plus inattendues. Un article de revue médicale sur une situation génétique rare et méconnue qui toucherait seulement 40 personnes sur la planète. Un phénomène connu sous le nom de chimérisme. Je suis tombé sur cet article en faisant des recherches sur Internet et je l'ai lu en pensant que c'était peut-être la clé de notre mystère. Après avoir lu l'article, j'ai décidé de contacter le Dr. Chris Cole, une des co-auteurs de l'étude, qui est décédée depuis. Je me suis présenté en lui disant que j'avais lu l'article et en expliquant que je croyais avoir affaire à un cas semblable. Elle a été très intriguée, alors je lui ai envoyé les résultats des tests pour qu'elle puisse les examiner. Les chimères naissent lorsque 2 spermatozoïdes fécondent 2 ovules qui fusionnent ensuite pour ne former qu'un seul embryon. Autrement dit, c'est comme si 2 jumeaux non identiques fusionnaient en tout début de grossesse
et que l'ADN de chacun était présent dans le corps du fœtus. Le chimérisme pourrait expliquer que l'ADN de ces enfants ne corresponde pas au sien. Ainsi, ils auraient hérité de l'ADN présent dans certaines parties de son corps, tandis que les échantillons utilisés pour les tests en laboratoire contenaient une toute autre séquence d'ADN. C'est à ce moment précis que les procureurs ont commencé à se rétracter et sont devenus encore plus confus. Pendant tout ce temps, ils ont essayé de me prendre mes enfants et tout à coup, ils ont compris qu'ils avaient commis une grave erreur. Le problème avec les chimères, c'est qu'il faut procéder à des biopsies de différents organes, le foie, les reins, les intestins, pour voir s'ils contiennent le même bagage génétique que l'ADN du sang. Lydia se soumet à des tests d'ADN plus poussés. Cette fois, des échantillons sont prélevés sur tout son corps. Mes cheveux, mon sang et mes joues partagent le même ADN. Mais le frottis cervical a révélé un autre ADN, qui se trouve à être celui que je partage avec mes enfants. La théorie de la chimère est confirmée. Étonnamment, Lydia possède deux séquences d'ADN. Celle contenue dans ses ovaires étant totalement distincte de celle que renferme le reste de son corps. L'histoire de Lydia Fairchild montre que les tests d'ADN ne sont pas infaillibles. Dans son cas, ses ovaires ont été produits par des cellules différentes de celles à l'origine des globules blancs et des plaquettes de son sang. Ces ovules ont donc conçu des enfants qui portent l'ADN de sa sœur, un ADN complètement différent de celui que contient son propre sang. On m'a expliqué que les ovaires contiennent les ovules et que lorsqu'un ovule est fécondé, l'enfant à naître porte l'ADN que lui ont légué les ovaires, mais que mes ovaires contiennent en fait l'ADN de ma sœur jumelle. Mais je n'ai pas de sœur jumelle, alors à quoi ça rime? En gros, c'est comme ça que j'ai appris ce qui s'était passé exactement. Étonnamment, les enfants de Lydia ont hérité de l'ADN de l'embryon de sa jumelle, avec lequel l'embryon de Lydia a fusionné juste après sa conception. Lors de la dernière audience, le juge a enfin reconnu que j'étais la mère biologique de mes enfants. Je me souviens d'avoir éclaté en sanglots tellement j'étais heureuse d'en finir avec cette histoire. Je me suis battue pendant 2 ans pour prouver que j'étais la mère de mes enfants. Le fait de se savoir parmi les quelques 40 cas connus de chimères dans le monde a bouleversé à jamais la vie de Lydia. Si je n'avais pas fait ces tests d'ADN pour prouver le lien de parenté, je n'aurais peut-être jamais su que j'étais une chimère. J'aurais peut-être vécu sans jamais savoir que je portais 2 séquences d'ADN. Je suis très heureuse que cette chercheuse ait élucidé le mystère qui se cache derrière toute cette histoire. Les médecins croient qu'il y a beaucoup d'autres chimères dont on ignore encore l'existence. Un de vos proches possède peut-être la séquence d'ADN de son embryon jumeau sans même le savoir? Bizarre, ou quoi? Et voilà, une autre trilogie de mystères et encore plus d'explications potentielles. Un homme subit une transplantation cardiaque. Il reçoit non seulement un nouveau cœur, mais aussi une nouvelle personnalité. Une simple conséquence psychologique ou un effet secondaire des médicaments? Le cœur et les cellules gardent-ils en mémoire la personnalité de chacun? Partout dans le monde, des cercles parfaits se forment sur les lacs et les rivières. Les agroglyphes auraient-ils leur pendant aquatique? Ou la science détient-elle la clé du mystère? Une mère apprend qu'elle n'a pas le même ADN que ses enfants. Essaie-t-elle de commettre une fraude? Est-elle victime d'une série de malentendus? Ou avons-nous affaire à un extraordinaire phénomène génétique? À la prochaine pour 3 nouvelles histoires plus bizarres. Les unes que les autres.